Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Lénie Chérino qui a plein de points communs avec moi. Elle est actrice comme moi, elle a fait du théâtre comme moi, avec Franck Monsigny d'ailleurs, dans une pièce qui s'appelait Résistante. Elle a fait du web comme moi. Elle a commencé avec François Descraques, French Nerd. Elle a fait Le Visiteur du Futur. Elle a fait des super projets. Donc vous avez pu la rencontrer aussi. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Feuillage. Avec Mathieu Duméry et ils font une chaîne YouTube. Vraiment, je vous recommande de vous abonner à sa chaîne parce que elle est vraiment démente. Elle parle d'écologie. Ah oui, on a fait aussi tous les défis. On est prêts ensemble. Donc c'est une femme engagée. C'est une super personne. Et on a encore un dernier point commun, c'est d'avoir un enfant. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler d'éducation. Donc si vous voyez passer Lénie by Feuillage, vous me le dites et hop, je la connecte et ça devrait le faire. J'espère que vous allez vraiment bien. Je suis très contente moi de continuer ces lives. Ah, Feuillage by Lénie, voilà, coucou. Et je commence. Je suis très heureuse de continuer ces lives après le confinement. Je pensais ne pas avoir le temps de le faire avec les tournages de Demain nous appartient qui ont repris. Salut, Coucou! content de te voir. Mais moi aussi, j'ai trop envie de te faire un câlin. Moi aussi, on se fait un câlin virtuel. C'est trop Je cool. disais, tous nos points communs, on a fait du théâtre, on a fait des chaînes YouTube, on est comédiennes toutes les deux, on est mamans toutes les deux, on est engagées toutes les deux. On a un peu les mêmes causes qui nous touchent et pourtant on s'est vu très peu de fois, mais à chaque fois j'ai Ouais, l'impression qu'on est connected, tu vois. c'est vrai. Franchement, pareil, j'ai le même ressenti. Non, mais merci beaucoup de m'inviter, Juliette. Ça me fait trop plaisir. C'est trop cool. Ben écoute, ça faisait longtemps que je voulais t'inviter. Je cherchais un peu, tu sais, à chaque fois j'ai des thèmes précis. Évidemment, j'avais pensé à toi pour l'écologie parce que ce qui nous avait rassemblés à l'époque, c'était on est prêts, tous les défis qu'on avait pu faire ensemble. Et puis on a évidemment cette cause qu'on porte. Et puis là, quand tu m'as parlé d'éducation, je me suis dit, mais évidemment, ça peut être intéressant juste de se poser des questions, de s'autoriser à se poser des questions sur, déjà, on a vécu un confinement similaire, c'est-à-dire qu'on a Ouais, fait toutes les deux classes à notre enfant pendant le confinement, ouais, qu'on y a toutes les deux pris goût, je crois. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré cette période. De toute façon, c'est carrément. ma meilleure période de confinement. Donc, bon, C'est voilà. clair. Et qu'on est même allé plus loin dans la réflexion de se dire, voilà, il y a l'école et, euh, et, euh, et les profs qui sont formidables et qui font tout ce qu'ils peuvent pour être au top. Et il y a l'idéal où on se dit, est-ce qu'on pourrait comme ça s'autoriser à philosopher sur une école idéale, une école de demain, une école qui pourrait nous paraître extraordinaire, où l'enfant serait vraiment valorisé dans ses compétences et en accord avec le monde qui change. Tout à fait. Et ouais, et entre les deux, c'est-à-dire qu'entre les enseignants qui font vraiment de leur mieux et cette espèce de fantasme d'utopie de l'école idéale, il y a aussi la réalité de ce que peut produire l'école et son système sur l'enfant, les souvenirs qu'on en a nous, parce que c'est important pour moi de dire à tous ceux qui rejoignent le live que ce n'est pas un live pour les mamans, c'est un live pour toutes les personnes qui ont été des enfants qui sont allés à l'école et qui donc vont être invités à se poser des questions sur du coup peut-être leur rapport à leur souvenir de d'élèves et vraiment on est toutes et tous concernés qu'on soit parents ou pas et en effet il y a voilà il y a quelque chose qui est en place qui peut-être mérite d'être un petit peu secoué pour voir s'il n'y a pas des endroits où effectivement il y a des marges de progression peut-être ou des choses un peu insidieuses que peut peut-être produire l'école et la façon qu'elle a de fonctionner sur la confiance des êtres quoi. Donc moi c'est un petit peu là en ce moment que je me pose plein de questions et comme tu le disais tout à l'heure en effet pendant le confinement c'est vrai que on a pu percevoir la nécessité de faire suivre ces apprentissages à nos enfants comme une contrainte, mais ça nous a donné aussi l'opportunité de mieux les connaître par rapport justement à cette endurance, à cette routine, quoi.
Et parfois, ça a pu générer quelques surprises. Je sais pas comment ça s'est passé entre toi et ton fils. Moi, au début, ça s'est super bien passé en mode genre, ouais, c'est trop cool, c'est maman qui fait l'école. Et du coup, moi, je jouais à la prof. Vraiment, je me mettais dans un truc, bon, on va se lever tôt, il faut absolument garder le rythme, il faut absolument garder le lien. Donc, on va utiliser, évidemment, on va poursuivre les apprentissages et les devoirs qui sont envoyés par l'enseignant, etc. Et puis cette espèce de magie s'est peu à peu délitée au bout de la première semaine. C'est-à-dire que au bout d'une semaine, j'ai commencé vraiment à gonfler ma fille et elle a commencé à exprimer très fortement que ça la saoulait grave en fait. Et là, je me suis dit bon, soit ça me braque et on va rentrer dans une relation hyper conflictuelle. Et en fait, c'est une relation qui va s'abîmer. Et dans ce cas, je perds l'occasion d'avoir un lien de qualité avec ma fille. Soit je me remets en question moi dans cette espèce de d'enthousiasme que j'ai eu à jouer le jeu et j'essaye d'accueillir un petit peu ces émotions et je vois ce que ça peut générer si on peut discuter, si en l'écoutant il peut y avoir des ajustements et donc voilà. Et à partir de là ça a été vraiment compliqué hein, parce que je pense qu'on est tous issus d'une enfance, enfin, en tout cas une grande majorité de nous citoyens et citoyennes françaises et français aujourd'hui, on est tous issus d'un système où l'école c'est quand même quelque chose qui est très très difficile à remettre en question parce que c'est l'égalité des chances, parce que c'est un système qui fonctionne, dont on nous rabâche qu'il construit les citoyens de demain, etc. Et donc c'est compliqué en fait d'avoir un regard critique sur les souvenirs d'école qu'on avait. Et donc voilà. Donc, aussi moi un regard critique parce que j'avais l'impression que les élèves qui s'en sortaient, c'était les élèves qui déjà étaient dans des familles où ils avaient accès à des bibliothèques, où ils avaient accès à la culture, où le week-end on les amenait voir, j'en ai parlé hier, les châteaux de la Loire et que bah, déjà ils avaient entendu parler des rois. Franchement, l'égalité des chances, je ne suis pas sûre que l'école favorise l'ascension sociale et qu'il y a forcément un plafond de verre à un moment donné. Je ne dis pas que les profs sont formidables. Je dis juste que les élèves, et puis parfois, moi je viens du public, hein, ces classes surchargées, j'ai l'impression que il y a ceux qui s'en sortent bien, mais en général, il y a vraiment les parents derrière qui ont facilité la chose. Et bien sûr. ceux qu'on range dans une case, qu'on colle une étiquette de cancre et qui n'ont pas la possibilité d'être aidés par leur famille, qui n'ont pas la richesse intellectuelle à la maison, parce que je ne parle pas forcément de moyens. Il y a des gens qui sont modestes, mais qui ont le goût, le goût de la lecture, etc. C'est plus voilà, le terreau familial. Et qu'on n'écoute pas parce qu'on se dit ils sont pas scolaires, ils sont pas intéressants, alors que si ça se trouve, ce sont des brillantes personnes dans autre chose. Complètement. Non, mais en effet, c'est vrai. Mais c'est ce qu'on nous rabâche. La notion d'égalité des chances, c'est un conditionnement qu'on nous sert. On nous le dit pour quelque part que ce soit intouchable. Mais de fait, on se rend bien compte que si l'école aujourd'hui accueille tout le monde, elle ne donne pas les mêmes chances à toutes et à tous. C'est une réalité. Enfin voilà, et comme tu le disais, malgré des centaines et des milliers de profs qui, je pense, ont vraiment une vocation dans ce métier-là et font de leur mieux et aiment leurs élèves et voilà. Et donc, en tout cas, pour en revenir à ce cheminement-là dans l'école à la maison et dans ce que ça m'a un petit peu provoqué quoi. À partir du moment où j'ai lâché prise, malgré l'inconfort que ça pouvait générer chez moi, eh bien petit à petit, déjà ma relation avec ma fille s'est très grandement améliorée. Et puis je me suis rendu compte que très spontanément, elle s'intéressait à des tonnes de trucs. Et que si je favorisais son contact avec des choses qu'elle aimait, eh bien en fait, elle avait une sorte d'autonomie. Elle s'est mise à lire, alors beaucoup de bandes dessinées, mais je pense que tout ce qu'elle a commencé à apprendre à l'école et qu'elle a eu l'occasion d'expérimenter seule en se foutant dans des BD pendant 2 heures, 3 heures parfois le matin, eh ben en fait, elle a appris à lire comme ça. Et à partir de là, je me suis dit,
peut-être que si juste je lui présente les choses qu'elle aime et que je la laisse un peu en roue libre, elle va peut-être me surprendre et elle va peut-être m'aider moi aussi à lui présenter les choses différemment. Et voilà. Et tout ça, parce que c'est pas pour parler de ma fille ou tout ça, mais tout ça m'a vraiment beaucoup bousculé dans mon rapport à l'école et dans mon rapport du coup aussi, et ça a fait écho. Moi, comme toi, hein, je viens du public, j'étais pareil dans des classes de 30 élèves, effectivement, je n'ai que quasiment, hein, vraiment, j'ai beaucoup réfléchi, je n'ai quasiment que des mauvais souvenirs de cette période. Donc, hormis les récréations, le côté sympa d'avoir des copains, mais quand bien même, il y avait toujours, enfin, il y avait le côté copain, mais le côté copain, c'est pareil, c'est la sociabilisation de l'école. Je trouve que c'est quand même un peu bizarre de partir du principe que des enfants qui sont tous du même âge, qui vont tous s'asseoir assis sans se parler dans une salle fermée et close pour écouter un sachant. C'est quand même étrange de se dire qu'il y a des liens qui vont se construire dans cet environnement-là. Je veux dire, hormis les 30 minutes de récréation ou la pause du midi, les enfants n'échangent pas particulièrement à l'école, sauf sur des sujets qu'on leur impose. Donc en fait, il y a quand même un petit problème avec cette notion de oui, c'est l'endroit où on se sociabilise et c'est l'endroit où on apprend à vivre en collectif. Mais c'est pas un endroit nécessairement où les liens sociaux sont de qualité. Je sais pas. C'est un endroit où on apprend à marcher droit, moi. C'est un endroit où on apprend le sens de la discipline. Alors on te dit c'est très bien parce qu'après la vie c'est comme ça, puis tu as un patron, puis il faut que tu t'adaptes et tout. Mais Voilà. c'est vrai que tout le monde n'est pas fait pour ça. Moi j'ai eu de la chance, je le dis à tout le monde, moi je suis Hermione Granger, quoi. Moi j'ai adoré l'école, j'étais toujours première ou deuxième et bonne camarade. Donc moi, j'ai hyper bien vécu le truc. Mon fils a l'air d'être comme moi, mais je comprends totalement que dès que tu n'es pas forcément adapté à cette façon-là d'être un bon petit soldat, parce qu'il faut être un bon petit soldat, c'est l'enfer. Et je pense que tu vas d'échec en échec, de dévalorisation en dévalorisation, qu'on te dit, allez toi, de toute façon les étiquettes sont très très vite amenées, et si tu as un problème avec ton prof, t'es foutu pour toute l'année. Ah bah ouais, c'est ça. Donc, je suis pour autre chose, une école autrement et s'autoriser peut-être à penser aujourd'hui d'autres solutions possibles. Carrément, carrément. Et juste, tu vois, tu disais, on apprend finalement quelque part à se soumettre à une hiérarchie, à respecter un patron. Et en fait, du coup, ce credo, finalement, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie. Ce credo liberté, égalité, fraternité de l'école républicaine, je trouve qu'il est un peu hypocrite parce que je vois pas comment on peut apprendre à se sentir libre dans l'avenir, alors même qu'on a pas du tout la possibilité de choisir quoi que ce soit quand on est un élève et qu'on va à l'école. La liberté, je vois pas par quel mystère il pourrait d'un seul coup y avoir quelqu'un qui apprenne à construire sa liberté pour sa vie, pour la vie qu'il veut, alors que pendant toute son enfance, on lui a dit non, c'est cet exercice que tu vas faire, c'est cette matière que tu vas étudier, tu vas te mettre à côté de tel camarade de classe, tu vas manger telle chose. Donc bon voilà, la notion de liberté déjà, je la trouve un peu biaisée dès le départ. La notion d'égalité, bon alors moi il y a un terme que j'ai découvert, que je trouve super intéressant, c'est le terme d'agisme. Et l'agisme, c'est le processus par lequel on discrimine et on stéréotype une catégorie de personnes en fonction de leur âge. Et ça s'apparente au racisme, au sexisme, etc. En fait, si tu réfléchis bien et que tu observes les rapports que les adultes ont avec les enfants, c'est de la pure et simple domination et de la vraiment une volonté de se faire obéir par un être qu'on considère comme inférieur à soi, avec toutes les bonnes intentions qu'il y a derrière. Je veux dire, ça n'empêche pas. Je veux dire, la bienveillance, elle existe même quand on foire, quoi, quand on est maladroit. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce critère de l'âge qui fait que, comme t'es petit, non, tu vas lever la main avant de parler. Je veux pas dire qu'il faut que ce soit l'anarchie et que tout le monde s'exprime en même temps. La notion de respecter les besoins de l'autre, de respecter, de respecter le vivre ensemble, elle est fondamentale. Alors attention, l'anarchie, ça veut pas dire le chaos. Hein. Non, bien sûr. L'anarchie, ça veut dire qu'il n'y a pas une personne supérieure aux autres, mais il peut y avoir un profond respect dans l'anarchie. Non, je tiens à réhabiliter l'anarchie. T'as très bien fait de corriger. En effet. Mais par contre, voilà, cette notion de chaos, en fait, avec dès qu'on remet en question l'autorité d'un adulte sur un enfant, on a
très rapidement la sensation qu'on enlève toutes les limites et qu'on considère cet enfant comme un enfant roi qui va aller vers de la tyrannie. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. L'idée, c'est de se casser un petit peu la tête pour trouver les chemins pour lui apprendre le vivre ensemble selon d'autres notions que tu es petit donc tu te tais, quoi. Donc voilà, ça c'est pas possible vraiment. La notion d'égalité déjà elle est biaisée aussi. Et ensuite ce troisième pan là, la fraternité, je vois mal aussi pareil comment des enfants qu'on met en compétition à travers des évaluations qui vont nécessairement, malgré encore une fois toute la bonne intention de leurs professeurs, vont forcément se retrouver en compétition les uns avec les autres. Je vois mal comment ils pourraient tisser des liens exempts de jalousie, d'envie, de bon voilà, ça se travaille bien sûr, mais c'est quand même le terreau de la compétition, quoi, ce truc de l'évaluation, de la note, car il y a beaucoup de travail qui se fait en ce moment sur ce truc-là. Le système de notation change énormément, mais quand bien même il y a encore toujours un petit peu ce truc-là, quoi. Donc voilà, pour moi en fait il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans et ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait partie des réflexions que je mène en ce moment et tout ça, je trouve que c'est très vaste en fait. Et par rapport du coup à ce désir, ce fantasme, cette utopie, quelle école pourrions-nous désirer pour se rapprocher et être authentique avec par exemple ces trois piliers, quoi, liberté, égalité, fraternité. Je pense que tu sais qu'il existe des écoles démocratiques qui sont des écoles du coup, qui fonctionnent selon le principe de la démocratie en horizontalité, où tout le monde a le droit à la parole, où il y a des conseils réguliers et où en fait il n'y a pas cette notion d'agisme. Un enfant de 4 ans peut s'exprimer à son temps de parole au même titre qu'un adulte, qu'un intervenant, etc. Donc ça existe en fait des écoles qui développent des façons de fonctionner pour tendre vers quelque chose de plus juste et de plus qui profitent en fait qui ont conscience qu'elles ont une marge de progression, quoi, que le système a une marge de progression. Donc ça existe. Et le problème de ces écoles, comme beaucoup d'écoles alternatives, type Montessori ou peut-être Steiner, Freinet c'est encore différent parce que ça peut se mettre en place dans le public, c'est des écoles qui ne sont pas subventionnées par l'État et qui du coup sont excessivement chères et pas du tout accessibles aux personnes, même sans parler de précarité, hein, en fait aux gens qui ont une middle class, quoi, qui ont un salaire normal, bien que la middle class elle est en train de se barrer, mais du coup voilà, c'est compliqué, il n'y a pas de mixité sociale dans ces écoles et on est dans une espèce de consanguinité sociale pour l'instant qui est malheureuse parce que voilà, l'idée c'est quand même pouvoir d'avoir un maximum de personnes différentes et au final c'est compliqué. Donc voilà, du coup donc ouais, ces écoles elles existent déjà, mais comment on fait pour y aller? On paye. Et alors comment faire pour que l'État les considère et comment faire? Absolument. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut en parler. C'est des lives comme aujourd'hui, vous pouvez en parler, c'est faire remonter aux plus hautes instances, c'est faire des congrès, c'est montrer qu'une autre école est possible, autre que l'école du bon petit soldat qui ne réfléchit pas et qui applique. Parce que on peut plus. Moi, je sais que mon fils me dit toujours, mais maman, pourquoi en fait, nous, on ne peut pas discuter les règles? Pourquoi, genre, vous avez le droit de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire? Oui. Et moi, et moi, je suis très. J'aime beaucoup communiquer avec lui. Je lui dis, écoute, chérie, alors, tout ce qui est de l'ordre de la sécurité, c'est indiscutable parce que tu ne connais pas les conséquences et tu sais que ça peut te faire mal. Donc, je suis obligée de t'interdire des choses qui vont te faire mal. Ça, c'est minimum. Après, il me dit, oui, mais par rapport aux horaires de coucher, admettons, vous avez le droit de regarder un film le soir et moi, non. Je dis, parce qu'un enfant a des besoins biologiques qui sont autres que ceux d'un adulte, à savoir dormir plus longtemps. Maintenant qu'il a compris ce genre de choses, il suffit de lui expliquer. Il discute beaucoup moins certaines règles parce qu'il les trouve justes. En revanche, son opinion, son avis, s'il n'a pas envie de manger un jour, s'il n'a pas envie de faire quelque chose, elle est complètement prise en compte parce que ses besoins, c'est lui qui les connaît. C'est lui, il habite dans son corps en fait. Et c'est un peu le principe du j'ai froid, va mettre un pull, quoi. Tu vois, c'est complètement ouf. Et oui. Et d'ailleurs, tu t'es sûrement intéressé aux travaux de Céline Alvarez
qui a écrit Les lois naturelles de l'enfant. C'est une chercheuse en sciences de l'éducation à qui on a confié une classe dans le 93, donc en Seine-Saint-Denis, vraiment, c'était un réseau d'éducation prioritaire très réputé pour être très difficile avec des familles très précaires, etc. Et en fait, sa recherche a été donc de mettre en place une classe Montessori. Donc, on a financé tout le matériel qu'il fallait, qui était nécessaire, pour voir ce qui allait se passer. Et le principe de Céline Alvarez, c'est vraiment de fonctionner sur des critères de bienveillance absolue, d'écoute, d'accueil et d'amour. Elle a toujours ce mot d'amour enfin d'ailleurs, elle transpire l'amour des enfants, c'est hallucinant. Et pendant 3 ans, elle a obtenu des résultats absolument incroyables avec des enfants qui étaient issus de familles qui ne parlaient pas un mot de français et qui, à partir de classes de moyenne section, ont commencé à prendre goût à la lecture, sont rentrés dans la lecture d'une manière beaucoup plus enthousiaste que dans une classe de CP traditionnelle, par exemple, et qui s'est mis à fonctionner. En fait, elle avait ce principe d'échanger régulièrement avec les enfants, et le principe phare de Montessori, c'est apprends-moi à faire tout seul. Donc vraiment, l'idée, c'est les apprentissages naturels, on est là, on surveille pour voir si tout se passe bien, mais en fait on laisse l'enfant faire un maximum de trucs, et du coup sa classe est devenue une classe d'enfants totalement épanouis, alors même qu'il est heureux d'aller à l'école, malgré le côté un petit peu fermé du rythme. Pour moi, ça, je trouve ça un petit peu fou, pareil, qu'on oblige les enfants à se lever à 7 heures, même si parfois ça arrange les parents parce qu'ils travaillent, mais du coup, qu'il n'y ait pas du tout de discussion possible, et que si un enfant a besoin de dormir une ou 2 heures de plus, c'est pas possible. Donc bon, en tout cas, malgré ça, cette classe de maternelle a été complètement vraiment inspirée, et par cette cette façon de procéder de cette nana, de Céline Alvarez, et ça a été assez incroyable. Et ça rejoint vraiment ce que tu dis. Pardon, on m'appelle en même temps. Non, voilà, je rejette. À partir du moment où tu donnes sa place à l'enfant, tu lui laisses exprimer ses besoins, tu lui accordes un espace de liberté et tu reconnais ses émotions, le bon sens, il fonctionne en fait chez ces tout petits êtres. Hein. Ça marche aussi, ils ont du bon sens, ils comprennent. C'est comme ça que tu construis leur logique. Et du coup, tu vas leur expliquer il faut écouter les autres pour avoir une belle relation. Si tu commences à les écouter eux, c'est complètement, ça coule de source, quoi. Et là, ils apprennent. C'est pas faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc après, comment on pourrait l'envisager à l'école? Alors déjà, il faudrait avoir des modules et des choix possibles, parce que c'est vrai qu'en Angleterre, par exemple, moi, pour avoir fait mes études à moitié en France, à moitié en Angleterre, déjà, le prof, il se met à même hauteur que les élèves pendant les discussions. On fait des travaux de groupe, et souvent, on travaille sur un sujet qui nous botte. Même dans les matières imposées, on a beaucoup de choix. Et d'avoir le choix, ça permet d'avoir une responsabilité, et surtout, on travaille en groupe, et c'est la note du groupe qui compte. Alors ça m'a toujours fascinée, parce que je me dis, mais c'est tellement malin. C'est que tu n'es plus du tout individualiste, tu es là à t'entraider, tu fais les choses ensemble, donc du coup, tu es très, très, très dans l'empathie. Oui. Et après, ils te changent de groupe. Donc, c'est pas, tu étais en compétition avec des gens, tu vas devenir leur allié. Donc, en fait, ça devient hyper fort, comme des troupes de théâtre qu'on a connues, nous, où le succès du projet, il revient au groupe. Et là, ça te change aussi une mentalité. Et de choisir, de pouvoir se dire. D'avoir le choix. Et ce que tu décris, c'est le cas dans la majorité des écoles de Grande-Bretagne, ou c'est quand même des écoles spécifiques? C'est dans le cas de la majorité des écoles de Grande-Bretagne à partir de la 6e. Je sais qu'ils ont des modules, par exemple au bac, ils doivent choisir. Mais moi, après, j'ai même étudié au Québec, à Montréal. J'ai beaucoup bougé. À Montréal, on pouvait choisir nos matières, et on devait choisir genre 5 ou 6 matières et les valider. Mais elles avaient toutes, comment te dire, le même niveau aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire que tu peux faire sociologie ou gender studies ou maths, c'est aussi bien les trois. Ah, c'est génial. Alors qu'en France, tu as toujours l'impression que quand tu bifurques un peu, c'est un peu un fumiste, quoi. Ah oui, d'accord, t'as pas de DS. Complètement. C'est-à-dire que tu as les fondamentaux, mais en fait, on considère comme fondamentaux des matières, oui, bien sûr, savoir lire, écrire et compter, c'est fondamental, mais
peut-être pas moins que de savoir réparer un vélo, respecter le vivant, enfin voilà, reconnaître un écosystème. Enfin, je vois pas en quoi, ou savoir reconnaître les émotions. J'ai une prof de yoga absolument géniale, Sophie Colombier, qui propose des ateliers de massage dans les écoles maternelles. Et c'est extraordinaire parce que du coup, ça crée une relation entre l'enseignant et les élèves et entre les élèves entre eux qui est vraiment formidable, quoi. Du coup, tu te mets en contact pour de vrai au sens propre du terme et tu rencontres l'autre avec le toucher. C'est bien sûr apprentissage du toucher bienveillant, de repérer le mouvement de la respiration, etc. Je vois pas pourquoi ce serait moins fondamental ce type d'atelier que de savoir faire une division à la con là, posée sans aucun sens, enfin dénuée de tout travail pratique, tu vois. Donc voilà, ça c'est le choix des matières. Typiquement, c'est quelque chose qui pourrait évoluer. Proposer un choix de matière qui soit vraiment accessible dans la majorité, dans toutes les écoles, quoi, que les enfants aient le choix. Apprendre à réparer son vélo, c'est hyper important. Tu vois. Apprendre à planter des haricots. Apprendre à planter, apprendre à faire des semis, enfin, apprendre à cuisiner. complètement. Et apprendre à cuisiner, c'est fondamental parce que du coup, tu englobes, bien entendu, le rapport, tu abordes la chimie, le rapport à la transformation des aliments. Qu'est-ce qui va se passer si je mange tel aliment cru? Qu'est-ce qui va se passer si je le mange cuit? Du coup, tu abordes la digestion, tu abordes ton corps. Tu peux aussi directement aller à la case caca, qui est un truc exceptionnel. Le caca, c'est quand même un truc magique. Et les enfants sont fans de caca. Alors, pourquoi on n'en profite pas? Tu vois, je veux dire, pourquoi je dis ça? Je suis pas scato. Mais j'ai découvert un livre, je l'ai pris parce que je me suis dit, il faut que j'en parle. J'ai découvert un livre génial, ça fait quelques années, mais de temps en temps, je relis quelques chapitres, quelques pages. Ça s'appelle, au-delà du titre un peu racoleur, putaclic, merde, ce que les excréments nous apprennent sur l'écologie, l'évolution et le développement durable, de David Warner-Toews. Je dois certainement très mal le prononcer, et qui du coup est vraiment extraordinaire parce qu'il explique comment ce déchet peut vraiment être valorisé et devenir une ressource hyper précieuse et donc forcément durable puisque on n'en manque pas. Et donc dedans, tu as tout un tas d'histoires qui t'expliquent que, enfin, plein comment dire, d'expériences qui sont rapportées d'un peu partout dans le monde. Tout à l'heure, tu parlais de la Grande-Bretagne. Je sais qu'en Grande-Bretagne, par exemple, dans ce livre, ils expliquent qu'ils ont mis au point des réverbères qui étaient alimentés par le méthane des crottes de chiens. Donc en fait, les propriétaires des chiens devaient jeter les crottes de chiens dans une espèce de réceptacle proche du réverbère. À l'intérieur, il y avait un système de digesteur de l'excrément, et le méthane qui est issu de l'excrément va alimenter en énergie le réverbère qui va fonctionner comme ça, tu vois. C'est absolument génial. Et du coup, il y a plein de trucs comme ça là-dedans. Et je trouve ça fabuleux parce que vraiment, la matière fécale et le caca, c'est quand même un truc, je veux dire, de 1 an et demi à 15 ans, c'est quand même, c'est un peu chez beaucoup, clairement, c'est tout le temps présent, tu vois. Et voilà, savoir aussi comment ça se passe dans ton corps. Et voilà, moi, de temps en temps, je fais appel à une diététicienne dans mes moments où j'ai eu pas mal de petits soucis, à des moments où je prenais des antibiotiques. Et du coup, de temps en temps, elle me suit comme ça quand j'ai un petit dysfonctionnement. Elle me dit, mais si on apprenait aux gamins à reconnaître, à savoir comment se porte leur santé juste en regardant leur caca, quoi, leur déjection, et ben en fait, ils se responsabiliseraient vachement plus sur la nourriture. Donc oui, apprenons à faire la cuisine aux enfants à l'école et faisons le lien avec tout le reste parce que c'est un réseau, quoi. C'est pas une matière vraiment isolée des autres, quoi. Et à partir de là, tu peux apprendre à faire la cuisine médiévale, tu peux apprendre à faire la cuisine de l'Antiquité, tu vois, enfin, tu peux faire de l'histoire en faisant la cuisine. Donc, typiquement, dans cette école de rêve, j'aimerais des matières qui puissent vraiment s'entrecroiser et explorer en fait les différentes disciplines à travers un thème et que ce soit pas réservé à des projets seuls, que ce soit vraiment que ça fonctionne comme ça, quoi. Ça serait tellement beaucoup plus logique, à mon sens. C'est vrai que le côté, en tout cas, pratico-pratique et tout ce qui est manuel et ce qu'on fait de nos 10 doigts n'est pas du tout valorisé à l'école. Ce qui fait que moi, en habitant à la campagne, par exemple, je me rendais compte que j'étais incapable de couper du bois.
Bah oui. Bah là, on a planté nos premières graines, nos premiers haricots. J'étais là. Alors, tuto, j'ai appelé Nicolas Mérieux, tu vois. Mais c'est hallucinant. J'ai quand même un bac +5 en économie et gestion. J'ai fait de la microéconomie, de la macroéconomie que je ne savais même pas à quoi ça correspondait dans la vraie vie, toutes ces courbes. Et je suis incapable de me débrouiller si on a un autre confinement, si on peut pas, tu vois, juste de faire manger ma famille naturellement, le truc basique, je ne peux pas. Bah voilà. Et ben on en est tous là, hein. Enfin, beaucoup en sont là en tout cas. Beaucoup de ces enfants qui proviennent de milieux plus ou moins urbains et qui ont été à l'école, s'ils n'ont pas eu une vie rurale, s'ils n'ont pas eu des grands-parents ou des oncles et tantes qui les ont initiés d'une manière complètement naturelle à ce rapport au jardin, au maraîchage, etc. Bien sûr, comment tu veux qu'on sache? C'est pas. Parfois, ça arrive que là, ma fille, je sais que dans son premier trimestre de CP, elle a eu comme ça un atelier plantation. C'est très bien, mais en fait, il faudrait que ce soit quelque chose qui soit constant, quoi. Et c'est fondamental. Il faut pouvoir se nourrir dans un. Tout à l'heure, ouais, tu me parles de Nicolas Mérieux, du coup, forcément, j'ai envie de parler d'écologie. On est dans un moment de l'histoire où, en gros, on parle beaucoup d'effondrement de la civilisation, on parle beaucoup de l'importance de tendre vers l'autosuffisance et l'autonomie alimentaire. Bah, ça commence par planter une graine. Est-ce que tu sais faire germer tes graines de lentilles? Alors, je pense qu'on est nombreux à savoir le faire parce qu'on a accès aux tutos. Mais voilà, c'est quand même hyper important d'avoir ce rapport, quoi. C'est le début, c'est la base. Donc voilà, mais ça, effectivement, ce serait formidable de pouvoir le développer et qu'encore une fois, que ce soit pas juste aujourd'hui, on va faire un truc un peu rigolo, les enfants. Bah oui, c'est super fun, mais faisons-le toute l'année, quoi. Faisons-le. Et puis, s'il y a des gens qui disent oui, mais il faudrait des profs experts et c'est pas réalisable parce qu'il faudrait qu'ils soient experts en tout. Moi, je pense qu'un prof de français pourrait très bien se dire on va planter des graines. Je suis comme vous, c'est les premières que je plante. On va essayer ensemble. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément besoin de toujours avoir le savoir pour essayer. Donc, il n'est Complètement, pas ouais. forcément obligé de changer de prof à chaque matière et de se dire juste on voit d'autres choses et on tente des expériences. Mais tu sais, comme nos défis écolos qu'on a fait ensemble, Oui, on complètement. a tous retroussé nos petites manches, on y est tous allés avec plus ou moins de savoir au départ et on a tous plus ou moins réussi, mais en tout cas, on l'a fait. Bien sûr. Et puis on a appris en fait que quand tu réussis pas, de toute façon, tu acquiers une expérience qui te servira et voilà. Donc c'est le principe, c'est la notion de valoriser l'échec aussi dans l'école. Moi, je sais pas ton fils, mais ma fille qui a pas de difficultés particulières a quand même une phobie de l'échec. C'est quand même incroyable. Et je sais pas d'où ça vient parce qu'en discutant avec son enseignant, il dit, ben non, 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 bien sûr, en fait, quand un élève se plante, c'est moi qui me plante. Et du coup, bon, on travaille ensemble pour l'améliorer. Du coup, c'est un signal d'alarme sur les choses qu'il faut travailler. Très bien, mais quand même, qu'est-ce qui se passe dans la classe pour que ma gamine ait la trouille absolue de se tromper, quoi. Tu vois, dire bah ce que tu viens de dire, si les adultes partaient du principe que ce sont pas qui doivent pas être des sachants exemplaires et complètement parfaits, ça décomplexerait peut-être un petit peu les enfants et de se dire bah essayons ensemble et c'est le cas de le dire, plantons-nous ensemble. Plantons-nous. J'avais une phrase qui me venait et qui m'avait été dite par un prof de maths qui m'avait dit lâcher prise sur la perfection ouvre les portes de la performance. C'est-à-dire que Intéressant. c'est en vous plantant que vous allez progresser. Donc moi, je vous aime d'autant plus que vous vous plantez parce que c'est là où vous allez apprendre. Et en plus, je vous aime d'autant plus parce que ça me donne du feedback, ça me donne une utilité et du coup, le droit à Exactement. l'erreur. Voilà. Et moi, ce prof de maths, mais je l'ai tellement aimé. C'est la seule année où je me suis intéressée à la matière. Bon, il était en plus accessoirement prof de théâtre. Et il avait dit, elle va faire un truc, Oui, cette petite. Et voilà. ça aide un petit peu Donc, dans les cours de en vedette théâtre, que il m'a adoré. Mais en tout cas, en maths, j'avais plus peur de me tromper, donc je réfléchissais. Et je m'étais dit, attends, attends, je me suis trompée la dernière fois. Tu m'as pas chambré, je sais pourquoi. Et maintenant, et c'est là où tu progresses de ouf. ouais. Donc il y a aussi ce rapport, les classements, la compétition. De toute façon, on voit qu'on va droit dans le mur avec ce système de capitalisme à outrance, de CAC 40 et de qui est la meilleure entreprise, que c'est plus du tout ça le modèle. Donc adaptons l'école au modèle d'aujourd'hui qui est plus l'entraide, l'éco-friendly, le côté
Enfin, ouais, le côté un peu plus humain. J'ai l'impression que maintenant, on est un peu plus Oui, dans l'humain. mais je crois qu'on est quand même dans une génération où, contrairement à celle de nos parents, la notion d'émotion est quand même beaucoup plus importante qu'elle ne l'était, quoi. Il y a quand même, ça s'est quand même beaucoup répandu, l'importance de repérer ses besoins derrière ses émotions. Et on peut peut-être faire un peu confiance à ce truc-là et se dire que ça va porter ses fruits à un moment et bousculer un peu le truc. Mais quand on parlait aussi des enseignants qui font de leur mieux, je crois, alors franchement, je veux pas dire de conneries parce que honnêtement, j'ai pas bossé le sujet avant, j'ai pas regardé comment se passait un IUFM, mais je crois que en un ou deux, enfin deux, 3 ans maximum, tu peux devenir enseignant après des concours, etc. Mais moi j'ai une pote qui est prof des écoles et qui me dit, mais tout ce qui est psychologie et pédagogie, finalement, c'est quelque chose qui est complètement survolé, très bizarrement, tu vois. Et voilà, je fais souvent le rapprochement avec les écoles scandinaves. On a tous, ou en tout cas, on est nombreux à avoir vu des documentaires qui nous présentaient des écoles en Norvège ou en Suède complètement hallucinantes avec des gens, des enseignants tellement qui ont une espèce de boîte à outils pédagogique gigantesque qui peuvent s'adapter à chaque enfant et tu vois des enfants épanouis qui vont dans la forêt et tout. Mais en fait, ils sont formés complètement différemment. Ils sont formés plus longtemps et ils ont un bagage psychologique dans leur formation qui est bien plus nourri que voilà ceux de nos professeurs. Donc peut-être qu'il y a quelque chose déjà à changer à ce niveau-là et que il faut aussi peut-être parler de la formation des profs. Et je sais pas toi, mais moi je trouve ça fou que dans le privé, par exemple, il y ait presque des appels à des appels de, enfin comment dire, des propositions de poste, genre formez-vous en temps de temps si vous avez bac plus 5 ou quoi, et vous pouvez devenir prof d'anglais ou prof de maths en fonction de vos compétences. Enfin, je trouve ça complètement hallucinant. Aujourd'hui, tu peux devenir prof dans le privé en claquant des doigts presque. Et je trouve ça dramatique parce que t'es pas voilà le transmettre à un enfant qui est en train de se construire une matière qui est censée devoir l'intéresser et lui servir dans la vie, c'est quand même un truc. Enfin voilà, c'est énorme quoi. Ça serait quoi, vous, les matières que vous aimeriez appliquer dans votre école de rêve? Parce que c'est vrai qu'avec Lénie, on parle beaucoup, mais on vous voit quand même, vous êtes là. Oui, ça Est-ce que vous défile, êtes, ça défile. est-ce que vous êtes d'accord, voilà, avec ce questionnement hein, qui remet en cause en aucun cas les capacités des profs, mais plutôt une école qui serait un tout petit peu plus euh, avec des choix, avec un peu plus de souplesse, avec un peu plus de prix, enfin, qui prendrait un peu plus en compte, en tout cas, les compétences de chaque enfant et qui valoriserait surtout toutes les compétences. Et puis C'est-à-dire que c'est qui pas permettrait de développer la confiance parce que c'est surtout ça le exactement. truc. Et Développer que la savoir faire confiance. des fractions, c'est pas mieux que de savoir réciter un monologue de Shakespeare en anglais Absolument. ou de cuisiner. Alors cuisine, maraîchage, bricolage, un peu plus de souplesse. Et moi, moi, j'ai été prof au cours Florent. Je ne sais pas si tu savais ça. Ah non, je savais pas. À Et la suite de ton cursus, ouais, j'ai du été coup, prof au cours Florent. J'avais les ados, si tu veux. J'étais toute jeune hein. À l'époque. Waouh, je devais avoir pardon, 20. je lis cuisine, maraîchage, gérer des papiers du quotidien. Tellement. Parenthèse. Couture, Ouais, c'est ça. couture, montage. Qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre le montage. Ah ouais, ça c'est. Bref, et ce qu'ils aimaient chez moi, c'est que bon, c'était très pratico-pratique. Hein, ils participaient tout le temps. Et que les éléments les plus perturbateurs, je les valorisais à carrément, c'est-à-dire que ça devenait mes assistants. Génial. Et du coup, dans ma classe, mais déjà, ils m'adoraient parce que je leur disais, tiens, toi là, tu vois, au lieu de les laisser au fond et de les engueuler, je disais, viens, tu vas gérer, non, tu vas pas gérer que le temps, tu vas faire les retours mis en scène. Et ils vont s'adapter à tes retours. Je vais pas intervenir. Donc tout d'un coup, il a une grosse pression de se dire, attends, je vais leur faire des retours. Ils vont suivre mes indications et ils se sentaient tellement valorisés que le Bah coup ouais. d'après, ils se mettaient à côté de moi. Je peux refaire les Ah retours. bah c'est génial. C'est génial. Bah ouais. Et voilà. Donc en fait, en prenant en compte l'autre, bah, il te respecte 10 fois plus, quoi. Vraiment. Ben, c'est beaucoup mieux que ce que faisait une de mes maîtresses, ma maîtresse du CM2, mais c'est un souvenir, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Alors elle, bon, c'est elle qui m'a traumatisée, hein.
quand il y avait un élève qui était bah voilà, qui avait un peu plus de mal et qui était souvent très seul et qui s'asseyait très souvent au fond de la classe et qui n'avait pas beaucoup d'amis. Et elle l'humiliait en permanence. Elle s'appelait Wilfried. Elle disait, Wilfried, quand il commençait à essayer de lever la main pour répondre, enfin, il levait jamais la main, mais il était interrogé, il répondait à côté. Elle disait, oui, oui, c'est ça, Wilfried. Allez, coucou, panier, papa t'en rond. Tu te rends compte le truc? Et moi, alors moi, mon truc, c'est que je suis une grande bordélique. J'ai besoin de, tu sais, pour avoir de l'ordre, il faut que ce soit le désordre. Donc sur ma table, il y avait toujours ma trousse qui était complètement répandue, 3 cahiers ouverts, 4 gommes. C'est le bordel. Mais j'avais besoin de ça. Et elle passe à côté de ma table et elle prenait les autres à témoin. Elle disait, regardez la tête de Chérino, un cochon, il n'y retrouverait pas ses petits. Trop cool. J'ai commencé, j'étais 9e sur 21, super classement. Et puis à la fin, j'étais 15e, à la fin de l'année. Totale perte de confiance. Et après au collège, ça a été beaucoup mieux parce que j'avais vraiment des profs super cool. Et là, il n'y avait pas de souci, tu vois. Mais comme quoi, vraiment, enfin, le lien avec l'enseignant, il est capital en fait pour développer ta confiance. Et voilà, je le vois aujourd'hui avec ma fille quand elle est en mal de confiance, elle se bloque, elle a plus accès à ses capacités et ça stagne. Donc oui, les éléments qui sont un peu plus difficiles, on va dire, que ce soit du comportement ou parce que ils ont besoin de plus de temps, et ben les intégrer direct, en fait, ça les stimule, ça leur donne de la confiance et c'est Évidemment, moi j'avais une prof de théâtre qui m'avait dit tu n'y arriveras jamais parce que tu es beaucoup trop expressive. mais attends, elle s'est gourée, elle. Elle t'a vraiment dit 5 ans après, j'ai un message d'elle me disant est-ce que tu veux participer à une masterclass? On fait une masterclass qui s'appelle Success Story pour venir nous raconter ton parcours. génial. Et je me suis dit, tu ne sais pas à quel point tu m'as bloquée parce que pendant 2 ans, comme j'étais trop expressive, je jouais tout comme ça. Je bougeais plus le front, je bougeais plus rien, je figeais la tête et C'est super elle parce que m'avait du coup, tout tu as pu enlevé. lui en parler? Tu as pu lui dire? Non, je ne suis pas allée. Ah d'accord. Je ne suis pas allée. J'ai dit non, 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 non. Et puis en plus de ça, j'étais pas à Paris. Non, j'ai pas pu lui dire, mais je pense qu'elle saura. Tu sais, le Whiplash, tu l'avais vu, le film? Ouais, carrément. Je pense que Super. c'est le genre de personne qui se nourrit en fait de l'ascension qu'elle peut avoir sur les autres pour exister. Et que c'est typiquement les profs frustrés de ne pas avoir fait carrière Complètement. et C'est qui ça, vont. bah oui, oui, il y en a bah, notamment dans tous les domaines artistiques, on croise beaucoup de ce genre de personnalités et ça peut faire vraiment des gros dommages. Ça peut être terrible parce que du coup, quand tu es quelqu'un d'un peu plus vulnérable ou que tu t'attaches, ben tu peux te faire totalement manipuler et enfin ça peut être vraiment grave quoi, carrément. Ça peut être très grave, surtout que, bon, au théâtre, on le sait tout comme toi et moi, c'est qu'ils utilisent aussi parfois notre vie perso pour nous faire pleurer sur scène ou pour nous amener voilà, à la vérité. Et moi qui étais prof de théâtre, tu peux tellement t'en sortir sans ça. Ah Mes bah, élèves, ils arrivaient dans la joie, ils repartaient dans la joie. Les cancres, ils étaient assistants, je cassais tous les codes. Mais alors, je sais que, sans mentir, mon chemin de vie, c'est de transmettre et que je le fais très bien. ah Et bah que ça c'est c'est vraiment formidable. Ouais, C'est et que c'est vraiment un truc que je maîtrise, même plus que comédienne, hein, vraiment, je pense que je c'est suis vrai. un. Ouais, je pense que c'est vraiment. Je pense que plus tard, je réaliserai ou je ferai de la mise en scène, c'est beaucoup plus mon truc, parce que, en fait, j'aime tellement les gens et j'ai tellement envie qu'ils réussissent que je sais comment les porter et je Ouais, sais t'as cette comment. empathie, ce truc de connexion qui fait que tu sais où aller chercher en eux le truc qui va les révéler, quoi. C'est, bah ouais. Mais en fait, c'est une qualité, je pense que c'est une qualité indispensable quand t'es prof et malheureusement, beaucoup de profs en sont pas forcément dotés. Il y en a beaucoup qui font de leur mieux, mais il y en a aussi qui se remettent pas forcément en question dans le lot. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord aussi sur les horaires vraiment très très chargés? Moi, je me souviens que, genre, donc oui, on se lève à 7 heures du matin, mais j'avais cours à 8 heures au collège Oh et putain, je revenais à 18h30 chez moi. Alors, j'étais énorme. peut-être, ouais, c'était énorme. J'étais peut-être dans un lycée international, donc on avait peut-être un peu plus d'heures de cours, mais je ne sais pas. J'avais pas mes mercredis. Parfois, j'avais mes samedis matins pour les brevets blancs, trucs, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir passé un peu ma vie dans ces établissements-là. Je rentrais, je faisais des devoirs, mais surchargés.
et que je me suis pas vraiment intéressée à autre chose, tu vois. Et au final, je me suis pas développée. Ouais. Bah ouais. Je vois, ouais, parce que du coup, t'as pas pu aller explorer les trucs qui te faisaient vibrer toi, quoi. C'est qu'à un moment donné, t'es dans un tunnel et puis tu sais que tu dois avoir histoire, géo, anglais, machin, de bout en bout et bah d'accord, mais en fait, le truc qui me fait palpiter là et que j'aurais tellement d'énergie pour engranger plein d'informations dessus, bah non, tu peux pas. Et carrément, ben, ces horaires, c'est complètement con parce que, enfin, il y a quand même cette notion, moi, de besoin physiologique qui est aussi, parce qu'on parlait du sommeil, mais il y a aussi le fait de pouvoir aller aux toilettes quand on a besoin. Chez les petites, c'est quand même problématique. À moi, ma fille, ça a été compliqué quand elle est rentrée au CP. Mais du coup, on parlait de choisir ses matières et pouvoir choisir ses horaires aussi, quoi. Se dire, alors, faut pas non plus que ça se transforme comment dire, en planning super dur à gérer pour les profs, mais plutôt que de regrouper les élèves par classe, pourquoi pas les regrouper par classe d'âge, pardon? Pourquoi ne pas les regrouper par classe de besoin de dormir plus ou moins longtemps ou d'arriver, tu vois, à 8h, 9h30 ou 13h, quoi. Tu pourrais avoir des écoles qui fonctionnent je sais pas, de 7h30 à 20h30 et un certain nombre d'intervenants qui se relaient et du coup avoir la possibilité de choisir ton créneau de 4 heures. C'est bien assez, hein. Le reste, c'est pour faire ce que tu veux. Et ton créneau de 4 heures, tu le choisis, tu es focus sur les disciplines que tu choisis et ce serait formidable. Ça serait trop bien. Les forest school aussi dans un autre système, ces écoles de nature quoi, en pleine forêt, ça ce serait génial de pouvoir expérimenter ça de manière systématique. Alors, le lycée international est dans la forêt à Fourqueux. C'est génial. Et ça a tout changé parce que notre récré, c'était dans les bois. Ah Et, là là, le et bonheur. on avait tous un respect. Tu vois, il y en a plein. C'est marrant, ils sont pas devenus financiers, ils sont pas devenus ingénieurs. Il y en a qui sont allés planter des arbres en Australie. Il y en a qui sont allés directement chez Greenpeace. Enfin, il y a eu vachement il y a plein de pianistes parce qu'on avait un piano à queue dans le hall et on pouvait s'en servir tout Ah, le mais temps. Il y avait plein d'instruments de musique. t'as eu des écoles tellement géniales, meuf, je te jure, quand je t'entends, je me dis, mais pourquoi? J'ai eu que celle-là. J'ai eu que celle-là parce que la chance que j'ai eue, c'est de partir à Lisbonne pendant 2 ans quand j'étais en quatrième et de revenir bilingue en portugais. Et c'est la condition sine qua non pour rentrer dans cette école, c'est de pouvoir être bilingue. Ouais, d'accord. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Mais avant ça, non, j'ai eu des écoles publiques un peu genre dans la zone de Nanterre. Non, je peux te dire que ce n'était absolument pas. J'ai dû faire grec ancien et allemand première langue pour être dans une classe où je me faisais pas taper quoi. Ah putain, l'enfer. Ah ouais, d'accord, je vois très bien, ouais, ouais. Tu Les vois. classes de latiniste, oui, oui. Je me faisais taper aussi au collège parce que je faisais du latin. Quatrième latin, je me suis fait taper. On m'a ouvert la porte des chiottes quand je faisais pipi à peu près, je sais pas, 40 fois, ce genre de truc. C'était super cool. Mais ouais, c'est fou. J'allais dire un truc qui est sorti de ma tête. Ouais, c'est ça, ce truc. En fait, il y a quelque chose qui est complètement absent du système scolaire aujourd'hui. C'est le rapport avec la nature. Il faut faire des sorties scolaires pour être au contact avec la nature. Parce que pour des questions sanitaires ou des questions de gestion, les cours ont été totalement bétonnés. Le moindre arbre, est dans un tout petit trou de béton. Et les cours sont des grands carrés vides maintenant où il n'y a pas un gramme de terre, il y a rien qui pousse, quoi. Et c'est l'enfer, quoi. C'est comment tu veux construire ton rapport à l'environnement et au vivant, en fait, sans avoir le moindre truc vivant dans ta cour de récré. C'est ouf. Donc ouais, ça, ce serait bien Ouais. que ça. Nous, on était allés voir une porcherie. Maintenant que tu m'en parles, on avait fait une sortie scolaire pour aller voir une porcherie. Et on avait tous des questions, genre, mais c'est absolument atroce. Mais ce qui était drôle, c'est que ça. Je pense que c'était pas ça le but de la sortie, mais on avait tous dit, mais en fait, on va carrément arrêter de manger du jambon parce que après, ils nous expliquaient les abattoirs et tout. Ah, c'est sympa. Ouais, c'est très Et on sympa. avait, en fait, ceci dit, on était tous devenus un peu végétariens. Pendant un an, on était là, mais c'est atroce. C'était vraiment. Au moins, ça. Ouais. Je sais pas Au si moins, le ça a goût. fait un déclic, mais je crois que c'était pas du tout ça. Ouais. L'objectif de. Je pense qu'ils n'étaient pas du tout là-dedans, nos profs. Mais nous, en tout cas, c'était l'effet que ça nous avait fait. C'était ces pauvres petits cochons qui sont élevés en batterie, qui ne voient pas la lumière, qui ne voient pas le jour et qui partent à l'abattoir. Ouais, ça avait vraiment fait un déclic. On avait même fait une manif Ah, génial.
pour arrêter la viande à la cantine. Enfin bon, bref, voilà, comme quoi toute sortie peut être utile. Finalement, ça réveille quelque chose. Ah bah ça, c'est certain. Voilà. Je retiens Mais, quelque chose de chaque expérience. non, mais c'est sûr, c'est voyager, c'est accueillir des correspondants aussi étrangers, mais Totalement. c'est surtout aussi que c'est le royaume, l'école, comme c'est pas vraiment facteur d'ascension sociale, on en parlait, c'est le royaume aussi des injustices. Et du coup, les gens qui sont mis sur les rangs de cancre vont faire la misère à ceux qui réussissent. Ouais. Et ça nous met en opposition au lieu de nous fédérer autour. C'est-à-dire que si le prof fédérait beaucoup plus, comme dans Le Cercle des Poètes Disparus, ce film absolument génial, un groupe de gens qui s'entraident, il n'y aurait pas non plus ce côté raquette, je fais ma loi, la loi du plus fort. Enfin, tu vois, ça entretient aussi. Bien sûr, Côté, complètement. ouais. Et cette notion de se soumettre au plus fort, qui est quand même particulièrement illustrée par l'entité du maître ou de la maîtresse qui doit soumettre ses élèves à son autorité pour que ça puisse fonctionner, quoi. Mais ce serait intéressant parce que du coup, je lis quelques commentaires au fur et à mesure. Enfin voilà, vous les amis qui êtes là et qui commentez, qu'est-ce que vous pensez de l'école? Est-ce que vous avez une opinion sur l'échange qu'on a par rapport voilà au cheminement qu'on prend avec Juliette? Est-ce que vous avez été des élèves heureux? Enfin, c'est intéressant de savoir un petit peu ce qu'ils en pensent. Mais franchement, tu es une des premières personnes qui me dit qu'elle était contente d'aller à l'école, Juliette. Vraiment. Parce que j'ai quand même beaucoup de témoignages autour de moi qui sont pas sur cette... Non, mais moi, je suis spéciale. J'adore la cantine. Genre, tu me mets n'importe où, je crois que je suis contente. Non, mais c'est vrai. Ah, mais Je c'est crois que cool. j'ai un caractère vraiment easy going, mais vraiment pas pour me jeter des fleurs. J'ai plein d'autres défauts. Je suis bordélique, je suis hippie, je suis tête en l'air. C'est pas un défaut pour moi. Mais j'ai un côté, tu me mets en Inde, tu me fais dormir par terre, je trouve ça génial. Je Ah, trouve ça, l'expérience oui, géniale. je suis Tu me d'accord. fais faire un jeûne, je trouve que c'est marrant parce que c'est une curiosité. Enfin, tu vois, Ça il y fait a une un moment expérience. donné. Est-ce que Voilà. dans le temps, parce que je pense on se ressemble assez sur ce genre de truc. Moi, par exemple, quand j'étais enceinte, je trouvais ça formidable d'avoir l'occasion d'explorer toutes ces choses que je n'aurais jamais eu l'occasion d'explorer si j'avais pas été dans cet état. Et je fais partie de ces femmes qui ont adoré leur accouchement. Donc après, je sais pas si c'est partagé, mais typiquement, j'ai pour la petite anecdote, j'ai adoré ce moment-là. Alors, il y en a qui disent que c'est trop long de rester sur leur chaise. Il y en a qui disent qu'on a adoré l'école. Ils répondent à ta question. Que le collège, alors c'est vrai que le collège, j'ai trouvé ça un peu compliqué aussi. J'ai pas aimé vraiment de la sixième à la troisième. J'ai adoré le primaire et le lycée. Mais je pense que c'est lié aussi à la période de l'adolescence, qui est une période où on se remet beaucoup en question. On n'est plus dans la naïveté de l'enfance. On n'est pas encore adulte et on n'a pas encore confiance. Je pense que c'est une période un peu ingrate, déjà physiquement. Pardon, mais Bah oui, bien sûr, c'est évidemment. compliqué de s'assumer. C'est pas qu'on est moche, Complètement. c'est que T'es ton corps bouleversé. change. Bah voilà, t'es bouleversé par ce qui se passe, quoi. Que ce soit au niveau de tes changements physiques où tu te transformes vraiment. Enfin, il y a la notion de transformisme presque à ce moment-là qui est hyper forte. C'est déjà hyper dur à gérer. Et puis après, voilà, psychologiquement, tout le délire hormonal qui se produit, c'est dingue. Donc ouais, c'est dans un environnement qui va cultiver un petit peu la compétition, justement le type d'injustice que tu décrivais tout à l'heure, ça peut être vraiment dramatique, carrément. Alors, Paul, il dit, j'arrêtais pas de me faire harceler à l'école. Alors ça, c'est vraiment un autre sujet. J'aimerais beaucoup inviter Lola Dubini, je pense, pour en parler, enfin d'autres gens en fait qui se sont fait harceler à l'école. Ça, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que c'est autre chose encore. Là, c'est quand on est bouc émissaire, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire malheureusement que de changer d'environnement. Parce que l'étiquette, c'est encore une fois une question d'étiquette. C'est tu as eu cette étiquette-là pour aucune raison. Hein. Ce n'est absolument, mais pas du tout de ta faute. Tu as l'étiquette du cancre, l'étiquette du premier de la classe et l'étiquette du bouc émissaire. Et j'ai l'impression que pour faire un reboot de tout ça, il faut extraire l'enfant et lui donner une chance de renouveler une expérience ailleurs où en fait, il n'aura pas du tout la même étiquette. C'est pour ça que ce n'est pas de la faute de l'enfant. Moi, j'ai une amie qui a déscolarisé son fils, qui l'a mis ailleurs, c'est devenu le mec super populaire que tout le monde adorait. Bah oui, bah typiquement ce que tu dis est vraiment, je trouve hyper important parce que on parlait du fait que l'école était une institution sacrée qui était difficile à remettre en question
au début de notre échange. Et il y a parfois des parents qui ont l'idée pour explorer autre chose ou qui sont du coup poussés par la souffrance de leur enfant à déscolariser leur enfant de l'école, enfin à déscolariser leur enfant quoi. Et dans une grande majorité, c'est des gens qui paraissent très marginaux et c'est des choix qui font très très peur quoi. Et il faut quand même rappeler que en France, l'école n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est l'instruction. Et tu peux tout à fait déscolariser ton enfant. Et alors, il y a deux voies quand tu déscolarises. Il y a la voie de l'instruction en famille qui suit le socle commun et qui peut du coup qui peut se faire selon un protocole, soit via le CNED, soit des cours privés avec des matières envoyées où le parent dispense les cours à l'enfant ou avec beaucoup de formels, être assis derrière un cahier, etc. Et tu as la voie du unschooling, donc où vraiment là, l'idée c'est de ne profiter que des curiosités naturelles de l'enfant pour aller justement le stimuler dans ses penchants, dans ses penchants naturels en fait, dans ce qui l'intéresse vraiment. Et, et c'est vraiment parfois ça peut vraiment être diabolisé en fait de faire ces choix-là, surtout le unschooling. Ce principe du unschooling, il défie la notion voilà, de respecter les matières et les rythmes scolaires imposés par l'éducation nationale. Et pour beaucoup de gens qui sont très 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 conditionnés par l'école, c'est compliqué d'imaginer qu'on puisse être quelqu'un qui va faire une belle vie et qui va s'épanouir dans quelque chose qu'il aime et qui va le valoriser, quel que soit son choix, si tu vas pas à l'école, quoi. C'est encore très compliqué. Donc, ne pas aller à l'école, ça veut pas dire ne pas apprendre. Ça veut dire suivre. Non. Ça veut dire apprendre autrement, apprendre plus que tu aimes. Écoute, moi, je vais finir sur cette petite anecdote. Mon papy Raymond, je t'aime, tu es là-haut. Il a eu un accident à la jambe et il a été hospitalisé pendant 18 mois quand il était enfant. Alité chez lui pendant 18 mois. D'ailleurs, j'ai pensé à lui pendant le confinement, j'ai fait oh là, 18 mois, c'est long. Et quelqu'un est passé par là et lui a donné un accordéon. C'était une auberge, il lui a donné un accordéon. Et il a appris tout seul pendant 18 mois à jouer de l'accordéon. C'est devenu un des plus grands accordéonistes. Raymond le Petit, vous taperez, il a été accordéoniste avec Yvette Turner en Auvergne. Il devait faire une carrière aux États-Unis. Enfin bref. Voilà. Et je me dis, en fait, quand un enfant a envie d'apprendre quelque chose, quand un enfant est curieux de quelque chose précisément, il faut le laisser faire parce que c'est vraiment, à mon avis, que c'est fait pour lui. Et que c'est une chance de se trouver. Mais pour ça, il faut laisser l'enfant chercher et pas lui imposer. Et c'est comme dans ce fameux Le Cercle des Poètes Disparus où l'enfant trouve sa voie, c'est le théâtre et son père le casse en lui disant non, tu vas être ingénieur, etc. Il n'y a rien de plus contre-productif parce que lui sait ce pourquoi il est sur Terre. Oui, bien sûr. Mais complètement. Et très souvent, par rapport à cette notion d'agisme dont on parlait tout à l'heure, il y a ce truc aussi qui est très répandu chez les parents et que, enfin, moi-même je fais par parfois manque de temps ou quoi, et je suis pas une mère parfaite, mais où tu vois, dépêche-toi, ou non, là, maintenant, faut que tu termines ton truc. Et en fait, il y a des moments où l'enfant est occupé à faire quelque chose, c'est tellement fondamental, c'est tellement central. Il faut peut-être à un moment donné laisser un espace où tu vas te dire est-ce que vraiment c'est super fondamental que je l'interrompe à ce moment-là, est-ce que je peux pas lui laisser quelque temps, le faire anticiper le moment où il va devoir s'arrêter parce que c'est vraiment central quoi. Et comme tu dis, il sait pourquoi il est sur Terre et voilà, voilà, moi ce que je trouve cool avec l'échange qu'on vient d'avoir, c'est que on s'est posé des questions ensemble. Et d'ailleurs, merci à tous ceux qui ont réagi, parce que je trouve que il y a eu des super commentaires et voilà, des super idées. Et c'est bien, c'est important, comme tu disais tout à l'heure, de pouvoir prendre du temps et de l'espace pour voilà, pour se questionner, ne pas tout accepter sous prétexte que c'est des choses qui sont institutionnelles, ne pas les remettre en question, c'est peut-être risqué de passer à quelque chose d'encore mieux dans quelques temps si on commence tous à échanger sur ces sujets-là, quoi. Essayez de savoir ce qui vous plaît, ce pourquoi vous êtes fait, parce que chaque être est unique, et de développer votre potentiel à partir de là. Et puis, voilà, d'essayer de le faire entendre avec des exemples. Il y a tellement de gens qui réussissent sans avoir de diplôme, ou il y a tellement de gens qui réussissent autrement parce qu'ils ont eu la bonne idée. Surtout en ce moment, tout va tellement vite.
que voilà, il suffit d'être en connexion avec soi et de se réaliser soi, ça peut aller très très vite d'ailleurs, sans forcément avoir un bac+5 en économie et gestion, comme Juliette Trezanini, qui ne réfléchit à Qui par rien. ailleurs est vraiment particulièrement impressionnant pour moi. Bah écoute, Je je suis très crois que impressionnée là, Juliette. ça, Vraiment, ça- ça ne me sert à peu près jamais, mais je mets sur le ça papier. sert Je vais à- avoir mon diplôme, tu vois, sur mes toilettes, en même temps que mon prix de la meilleure actrice au 48 heures Film Project, quoi. Je suis vraiment super contente. Ouais, je comprends. Mais ouais, et puis à n'importe quel âge, ça c'est aussi important de le dire parce que on nous rabâche beaucoup des trucs du style que la plasticité cérébrale, c'est quand on est enfant. Oui, évidemment, quand on est enfant, c'est tout le temps en mouvement dans le cerveau et bien sûr que c'est le meilleur moment pour apprendre plein de choses. Mais à partir du moment où on se prend de passion pour quelque chose, où vraiment on a une affinité très forte, à partir de n'importe quel âge, notre cerveau continue de se transformer et on peut continuer. Il y a eu plein de travaux sur les neurosciences là-dessus. Je vous laisse taper sur Google ou plutôt sur Ecosia ou sur Lilo pour essayer de voir un petit peu ce que révèlent en fait ces travaux. Le cerveau est tout le temps en mouvement et on peut toujours apprendre des choses et devenir performant dans les nouveaux domaines qu'on apprend. Ce que tu racontais tout à l'heure sur ton grand-père, typiquement, c'en est la preuve, quoi. Il y a des gens qui ont fait des carrières de ouf sur le tard à partir d'une affinité qui s'est révélée à eux, je sais pas, à 30, 40 ans, quoi. Ça existe. Donc voilà. Ayez confiance en vos capacités, en vos ressources et puis en Et votre passion. seul vous pouvez savoir ce qui vous plaît. Seul vous Absolument. pouvez savoir ce qui vous plaît. C'est Ouais. pas un conseiller d'orientation CPE qui va dire alors vous êtes fait Oh là là, je vous donne la super. petite étiquette. Ah non, toi, Lénie, alors là, ouh là, c'est le bazar. On ne retrouverait pas, c'était quoi? On ne retrouverait pas un bébé. Un cochon n'y retrouverait pas ses petits. Normalement, c'est une chatte Voilà. qui ne retrouverait pas ses petits, tu vois. Mais elle disait un cochon. Bah, d'ailleurs, un cochon, c'est un mâle, donc une truie. Mais en tout cas, ouais, c'est cool. C'est vraiment très très cool d'avoir pu parler de tout ça. C'est vraiment chouette, Juliette. Je suis contente. J'avais un truc qui me venait, puis c'est reparti. J'allais dire quelque chose et puis. Amy, il fallait que je dise Amy, alors je dis Amy, j'essaye de suivre un peu les lives. Oui. Lénie, c'était vraiment super cool. Je vois qu'on a vraiment quand même beaucoup de points communs. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on fasse des vidéos ensemble, des trucs comme ça, parce que je pense que Pardon. ça pourrait être très bien l'une pour l'autre. Je vous invite encore à aller voir Feuillage. Et puis même toutes les anciennes vidéos parce que Visiteur du futur, c'est encore en ligne ou pas? Oh ouais, carrément, bien sûr. Tu C'est peux bien, encore le hein. voir. Bon, on a fait Avec l'année dernière, donc c'est ouf, putain, ça passe tellement. Je l'ai tellement pris dans la gueule, là, la 10e année du visiteur. Waouh! Pour moi, c'était ouais. hier. Mais bon, ouais, bah, merci beaucoup pour ça, Juliette. Ouais, typiquement, c'est des projets qui ont été formidables aussi et qui ont pris des chemins de traverse. Donc, comme quoi, c'est pas forcément en suivant en respectant le cadre qu'on peut faire de belles choses et des choses inspirantes. Ah bah moi, on m'avait dit de surtout pas aller sur YouTube parce que j'étais une comédienne de théâtre et que Ah bah j'allais oui, perdre mon temps et que mais pourquoi tu vas sur YouTube? Bah j'ai gagné 10 ans, gars. Parce que c'est ça. en fait, C'est c'est ça. grâce à ça que je suis sur Demain nous appartient clairement. C'est grâce à ça qu'on m'a proposé des projets pour la télévision parce que tout n'est pas relié. T'as beau être sur scène et être une très bonne, très belle actrice sur scène et rester complètement dans l'ombre malheureusement. Alors après, c'est pas un mal, mais c'est-à-dire que si tu veux pouvoir faire plein de choix, à un moment donné, il faut que les gens te connaissent parce que ça Bien marche sûr, comme ça. complètement. Complètement, absolument. Donc, Et bisous Malénie. ouais, bisous ma belle. Je te remercie vraiment beaucoup, Juliette. C'était super cool. Et ben moi aussi j'ai passé, tu vois, j'ai même pas eu le temps de te faire mon questionnaire de Proust, mais si tu veux on le fera en privé. Ouais, alors avec grand plaisir. Et tu sais, je vais passer pas loin de ça, donc Oui, parce qu'à notre point commun, nous étions parisiennes et nous ne le sommes plus. absolument. Donc voilà, bientôt je serai à Aigues-Mortes puisque mon père vit là-bas pour une semaine. Donc ça peut aussi être l'occasion de se faire un petit truc. Mais bon, ça on Ah en parle ben, en privé, hein. On va pas faire notre petit. ouais. Alors, mon Voilà. adresse, c'est le. Tu prends à droite à gauche derrière la mairie et tu. Bon, Pas la merci à rocade. toutes et tous d'être aussi fidèles. Les Paul, les Lisa, les Emma, les Bertie, les Elena. Christophe, les Loubiana. J'adore Loubiana. Ouais. Ça, c'est la fille d'une copine qui s'appelle comme ça. Bref, j'adore. D'être Laetitia, d'être tous et toutes là au rendez-vous chaque jour. Je sais que c'est des sujets
qui vous paraissent peut-être parfois loin de vous, quoique non, l'école, on a tous connu, mais c'est toujours avec un regard peut-être un petit peu d'adultes qui ont du recul. Mais je sais qu'après, vous me laissez des commentaires tellement intéressants que je me dis, mais en fait, ils ont adoré. Ils ont kiffé. Voilà. Mais oui, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est qu'on est encore, soit les personnes qui suivent le live sont encore des élèves, soit ils vont être d'anciens élèves, enfin, les élèves. Donc, voilà, for everybody. For everybody, exact. For everybody, madame. Et on va partir en Angleterre pour bien apprendre le bon accent. Hein. Voilà. Bah, moi, j'ai appris à parler en Inde, alors. Ah, c'est ça. Vegetarian or not vegetarian. Il nous posait toujours vegetarian or not vegetarian. Et ouais. Le mec ne comprenait jamais. J'étais là, végétarien ou pas végétarien. Et c'est toujours la même question en Inde. C'est quel resto tu veux? Est-ce que c'est. Oui, c'est ça. Je t'embrasse. Moi aussi. Bisous Salut, madame. Bye bye. On vous aime fort, 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 fort. Ciao. Ciao.